tardi, j'invite l'honorable Sanga à prendre la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Au nom du G13, je voudrais d'abord remercier tous les collègues pour leurs interventions au cours de ce débat général sur la loi électorale. Je remercie particulièrement tous ceux qui, d'entre vous, ont pris la parole et eu tant d'aménité à l'endroit de notre regretté collègue Henri Thomas Lokondo, à qui plusieurs ont exprimé leur reconnaissance. Pendant ces 4 jours de débat, il a été touchant de réaliser à quel point le souvenir de notre illustre collègue aura été constamment dans nos esprits. Quel plus bel hommage de la République à travers la représentation nationale. Soyez-en sincèrement remerciés. Trois jours durant, nous avons suivi de très pertinentes contributions de 75 députés sur le fond et la forme des innovations de la réforme électorale. Toutes ces interventions ont eu en commun d'affirmer, même pour ceux qui ont posé la question de la ratio légis, l'opportunité de la réforme électorale. La réforme électorale, avant chaque cycle électoral, reste un impératif catégorique et une nécessité impérieuse, et il en sera toujours ainsi tant que les écueils et les insuffisances des cycles précédents nous conduiront à rechercher une plus grande amélioration. Au-delà de cette unité que présuppose la nécessité de la réforme, pour laquelle tous les intervenants ont requis le vote de recevabilité, les orientations de changement de la loi diffèrent. Des suggestions et des ajustements ont été formulés pour améliorer l'écriture de la loi, soit par l'ajout, soit par la suppression, ou soit par l'amélioration de la rédaction de certaines parties de la loi. Honorables, très chers collègues, toutes vos contributions sont prises en compte comme des enrichissements du travail accompli, mais la plénière souveraine devra lever courageusement les options fondamentales sans lesquelles la réforme sera dénaturée en réformette. Je reviendrai en conclusion après les interventions de mes collègues du G13 pour proposer à la plénière peut-être une matrice d'options à lever suivant les tendances ressenties au cours de cette plénière. En attendant, pour aider justement la plénière à statuer sur ces options majeures, nous allons répondre aux questions soulevées dans le débat sans tabou et sans réserve. Chaque intervenant sera rencontré dans ses interrogations et ses doutes, mais aussi dans les certitudes que nous partageons ensemble sur la place et le rôle de la loi électorale dans l'avènement des élections libres, inclusives, démocratiques et apaisées en 2023. Il a été précisé justement à ce titre que la loi du G13 ici présentée l'a été in tempore non suspecto en recherchant en amont un consensus sur la réforme électorale. Nous souhaitons également qu'en aval, au cours de cette procédure, il soit observé la recherche, tant que faire se peut, du consensus sur les options majeures qui devront gouverner le prochain processus électoral. Honorable Président, avant toute autre considération, je voudrais, dans le cadre de ce travail, rappeler principalement la philosophie de la réforme que nous engageons ce jour. Afin d'en comprendre les enjeux, il faut savoir qu'une société qui ne se réforme pas s'expose tôt ou tard à des changements violents.
en engageant dès le seuil de 2020 le pays sur la voie de la réforme électorale. Il s'est agi pour nous de repenser notre État, notre démocratie et notre République. C'est à ce niveau qu'il faut situer le débat, au-delà de nos clivages politiques et des chapelles partisanes. Il nous faut une capacité de dépassement pour aborder cette réforme, un sens consommé des responsabilités d'hommes et de femmes d'État, conscients de notre histoire et des dangers qui nous guettent, ainsi que des aspirations légitimes de notre peuple à une démocratie consolidée par des élections véritablement libres et démocratiques. En 2006, l'enjeu a été d'organiser les élections. En 2011, il nous a fallu retrouver le chemin de la continuité du cycle électoral. En 2018, il n'y avait qu'un seul objectif, c'était l'alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Le maître mot de la réforme que nous vous avons suggérée reste la transparence des scrutins de 2023 en vue de provoquer une forte adhésion de la population, mais aussi de réduire les tensions préélectorales, électorales et post-électorales. Ces tensions sont généralement liées à la crise de légitimité et de confiance dans les dirigeants et qui minent notre capacité à mobiliser l'énergie de la nation sur les enjeux réels de développement et de transformation de notre pays. Nous sommes véritablement aujourd'hui, honorable Président, à un tournant historique. La loi ainsi que les élections de 2023 qui lui seront consécutives seront historiques ou ne le seront pas en fonction de la transparence, du degré d'inclusivité, de la crédibilité et de la fiabilité même du processus. À cet égard, le cœur de la réforme repose sur la première option, à savoir la publication de résultats bureau par bureau. C'est l'innovation majeure de la présente proposition. Elle fait passer de l'ombre à la lumière les opérations électorales, la guerre de la transparence électorale au service de la vérité contre l'opacité électorale au service de la fraude. Les honorables députés Mombunza, Kosuja, Bolengetenge, Passizapamba et Ikenge sont intervenus pour appuyer cette proposition. Ils ont même exigé la mise à disposition systématique des PV pour les témoins. L'obligation, et nous les en remercions, l'obligation de publier les résultats bureau par bureau implique donc la mise en place d'une chaîne claire et transparente de la traçabilité des résultats. Et cette innovation impacte l'organisation électorale de deux manières. D'abord, la suppression de la boîte noire des centres de compilation devenus au grand jour des nids à fraude électorale. Deux, la segmentation de la publication des résultats par l'instauration de la publication partielle des résultats électoraux directement au niveau et par le bureau de vote. Cette mutation mettra fin à la centralisation outrancière et à l'hypertrophie de la mécanique électorale au niveau du bureau de la CENI qui a été source de difficultés de fraude lors des scrutins passés. Dans ce registre, il ne se trouvait que deux honorables députés, l'honorable Kayembe ainsi que Simon Moulamba, qui ont eu la curieuse singularité de soutenir le contraire pour laisser le seul président de la CENI avoir la charge de la proclamation des résultats. On peut donc considérer que dans notre grande majorité, les intervenants souhaitent effectivement la mise en œuvre de cette option de la publication des résultats électoraux bureau par bureau. Honorable Président, au sujet des PV, ce sésame qu'aucun candidat ne parvient à réunir parce qu'indisponible, mais dont on a besoin dans les contentieux électoraux, la proposition de loi soutenue également sur ce point par la majorité des intervenants organise en réponse la numérisation des données et des PV des témoins.
La numérisation est une innovation qui agit à double détente. D'abord, au niveau de la préconstitution de la preuve, parce qu'elle crée la preuve et la rend opposable à tous. Ensuite, par le renversement de la charge de la preuve dans le chef de la CENI, tenu à la publication des résultats bureau par bureau, et que beaucoup de collègues ont souhaité qu'elle soit partie prenante au procès en cas de contentieux. Et d'autre part, l'office du juge électoral, sur qui pèse désormais l'obligation de décompte de voix. Cette innovation devra permettre donc d'assurer, en outre, la télétransmission des résultats au Centre national de publication des résultats sous l'œil des témoins et des observateurs. Le renversement de la charge de la preuve dans le chef de la CENI et l'obligation qui pèse désormais sur l'office du juge électoral dans les décomptes de voix est un progrès indéniable. L'office du juge électoral, destinataire par ailleurs des plis des résultats électoraux, ne peut demeurer passif. Il est ainsi obligé au décompte de voix pour sortir de la fantaisie des décisions aléatoires de justice, souvent obtenues dans des conditions de corruption et obscures. Honorable Président, la question de l'inclusivité touche à l'innovation sur la distinction des inéligibilités temporaires et définitives. Plusieurs collègues, dont le collègue Mbaou et d'autres, sont intervenus en faveur de cette innovation. D'autres collègues sont intervenus contre cette innovation, considérant que lorsqu'il y a une condamnation, elle doit rester sévère, définitive et permanente. Certes, honorable Président, voler un œuf, c'est voler un bœuf, dit-on. Mais il y a malgré tout des infractions plus graves qui pèsent, qui peuvent justifier une mise au ban définitive de la société. Il s'agit en particulier des crimes que la loi a par ailleurs érigés en crimes imprescriptibles, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de haute trahison. Pour ces crimes-là, nous sommes d'accord avec les collègues qui souhaitent que lorsqu'on a été condamné pour ces trois griefs, on puisse être exclu définitivement du jeu électoral. En revanche, pour les autres crimes, il ne devrait pas y avoir de retentissement en matière d'inéligibilité électorale qu'à la hauteur du quantum de la peine principale ou de la peine complémentaire de privation de droits civiques et politiques. Ce serait justice et conforme aux principes classiques qui caractérisent notre droit pénal, à savoir celui de la proportionnalité des délits et des peines. La Constitution, en son article 72, point 4, a renvoyé à la loi électorale la compétence de fixer les conditions d'exclusion à l'élection présidentielle. Or, il s'est trouvé ici que l'inclusivité touche aussi la nature de la question sur la nationalité congolaise d'origine de père et de mère, telle que soulevée par l'honorable Ntingi Pouloulou. Je voudrais d'abord faire une remarque préliminaire sur le fait que l'ampleur de notre réforme, de notre projet de réforme, a été restreinte par les contraintes constitutionnelles, notamment l'article 219 qui interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état de siège ou l'état d'urgence. Nous aurions voulu, comme d'ailleurs le président de la République s'y était engagé dans cette salle, ramener l'élection du président de la République de 1 tour à 2 tours de scrutin majoritaire. Nous aurions voulu modifier le périmètre de la décentralisation pour permettre pour la première fois d'avoir la tenue effective des élections locales. Mais hélas, nous n'avons pas abordé ces questions pour la raison suivante, qu'il nous est, dans le contexte actuel, impossible d'envisager une révision de la Constitution
pour autoriser telle modification législative. La question cependant soulevée de Congolais des pères et des mères qui, tout en étant hors périmètre de la présente réforme, mérite d'être rencontrée dans les éléments de réponse que voici. L'honorable Ntsingi a exhibé pour fonder sa proposition la loi numéro 84-001 du 20 janvier 1984 portant organisation de l'élection du président du mouvement populaire de la Révolution. Mais honorable Ntsingi a omis volontairement de nous présenter la Constitution sous l'empire de laquelle la loi de 1984 a été prise. Car, il le sait très bien, qu'en réalité, sur le plan du droit, il s'agit de deux ordres juridiques différents et de deux régimes différents et distincts en ce qui concerne l'éligibilité du président de la République. La loi de 1984, qu'exhibe le collègue Ntsingi, a été prise sous l'empire de la Constitution du 24 juin 1967, telle que modifiée en 1974, 1978 et 1980. Deux différences fondamentales existent à cet égard. La première tient à la nature de ce régime de parti unique, le MPR, où le contrôle des constitutionnalités n'était pas formellement consacré. J'espère que ce n'est pas vers ce type de régime que le collègue Ntsingi Pouloulou souhaite ramener la plénière de notre Assemblée. Ce n'était pas un état de droit, mais un état légal. La loi y était souveraine, affranchie de toute contrainte constitutionnelle de fond. Une loi prise dans un tel ordre juridique ne peut devenir la source de notre loi. Aujourd'hui, sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006, qui est fondée sur une autre aspiration telle que le père fondateur de l'état de droit dans notre pays, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, l'avait proclamé dans son discours d'investiture du 23 juin 1960. La deuxième différence fondamentale tient à l'écriture de la Constitution. Le Constituant de 1967 n'a pas constitutionnalisé les conditions d'éligibilité du président de la République, si bien que l'article 38 de la loi électorale, de la Constitution à l'époque, laissait à la loi électorale la mission de fixer pleinement les conditions d'éligibilité. À l'inverse, la Constitution du 18 février 2006, quant à elle, a constitutionnalisé les conditions d'éligibilité du président de la République. En effet, l'article 72 de la Constitution, au point 1 à 3, a fixé les conditions d'éligibilité du président de la République et a laissé à la loi électorale les autres cas d'exclusion et non pas d'éligibilité. Et concernant la nationalité, l'article 72-1 de la Constitution en vigueur exige la nationalité congolaise d'origine, définie au demeurant par l'article 10 de la même Constitution. Avant 2004, le Congolais d'origine était celui qui avait deux parents congolais d'origine. Depuis 2006, la nationalité congolaise d'origine est acquise soit par le père, soit par la mère. Or, il existe en droit un principe sacro-saint, ubilex non distinguit, non debemus. Je traduis, là où la loi n'a pas distingué, il ne nous revient pas de distinguer. Les constituants ayant fixé donc la condition d'éligibilité du président de la République à la qualité de la seule nationalité congolaise d'origine, sans autre précision, on ne peut donc par le biais de la loi en vigueur introduire une catégorie nouvelle exigeant la nationalité d'origine par le père et par la mère sans porter atteinte aux articles 10 et 72 de la Constitution. L'introduction de cette distinction violerait fondamentalement également les articles 12 et 13 de la Constitution. C'est pourquoi d'ailleurs, honorable Ntsingi, l'article 103 que vous voulez ainsi modifier depuis 2006 ne fait que reproduire intégralement, à la lettre,
les alinéas 1er et 3 de l'article 72 de la Constitution et n'ajoute que 2 conditions d'exclusion qui sont liées au niveau des diplômes et à la qualité d'électeur pour pouvoir être candidat président de la République. Le constituant, en fixant ainsi les règles, n'a pas entendu que le législateur ordinaire que nous sommes, nous puissions introduire dans l'éligibilité du président de la République d'autres conditions beaucoup plus sévères que ce que la Constitution exige. Et donc, cette proposition fait obstacle, trouve sur son chemin l'obstacle de la constitutionnalité et ne pourrait donc pas être intégrée dans le cadre de la présente réforme. Honorable Président, sur le plan méthodologique, l'honorable Matadi Wamba a affirmé que le texte n'a pas respecté la légistique. Curieusement, dans son développement, il n'a pas relevé des questions liées à l'écriture ou à la logique interne de notre texte. Il s'est étendu au contraire sur le fond de la constitutionnalité du texte, soutenant notamment que la restriction de la présentation des suppléants d'origine familiale frise l'inconstitutionnalité. Ceci procède, honorable Président, d'une affirmation et pas d'une démonstration. Laissez-moi, cher bâtonnier, rappeler humblement les fondamentaux en matière de liberté publique. C'est un principe élémentaire et classique que la restriction des libertés publiques est admise lorsqu'elle n'est ni générale ni absolue. À cette double condition, elle ne saurait être regardée comme contraire à la Constitution. Car, à la réflexion, honorable Matadi Wamba, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que votre membre de famille soit lui-même candidat ou suppléant de notre candidat. En quoi est-ce que l'on empêche qu'il accède au mandat électif? Vous qui convoquez la légistique, vous vous rendez compte que votre conclusion procède d'un bug dans votre syllogisme juridique. Au demeurant, pour votre gouverne, ce type de restriction existe dans notre législation. Tenez, savez-vous par exemple qu'au nom du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, les conjoints, les ascendants et les descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables publics des organismes auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions? Personne n'a dit qu'une telle restriction qui est toujours en vigueur, et je vois beaucoup de gestionnaires dans la salle, a été contraire à l'article 13 de la Constitution. Expliquez-nous alors par quel miracle ce qui est constitutionnellement admis pour d'autres Congolais, notamment les comptables publics, ou dans d'autres catégories professionnelles, deviendrait inconstitutionnel en ce qui concerne les élus. C'est ce régime de privilèges, au contraire, que l'on veut ici combattre, et non une catégorie de Congolais. Vous nous accusez d'être fâchés avec la Constitution, mais j'ai eu profondément le sentiment que le bâtonnier en avait pris le maquis et avait utilisé ou instrumentalisé la constitutionnalité de la disposition juste pour échapper et demeurer dans le statu quo. Détachons-nous des privilèges. Ces privilèges ne sont pas constitutionnels. Le fait d'en sortir ne fera pas que la loi viole la Constitution. Bien entendu, la plénière reste souveraine. Mais cette décision souveraine ne saurait se fonder sur une inconstitutionnalité qui n'est pas de mise. Honorables députés, s'agissant des candidatures d'indépendants, la constitutionnalité a été avancée par des collègues pour en contester les fondements. Je vais juste ici relever à l'attention de la plénière qu'en son temps, la Cour constitutionnelle saisit en inconstitutionnalité de la loi ancienne, c'est-à-dire la loi électorale en vigueur, avait déclaré conforme à la Constitution, alors même qu'en raison du seuil, les législateurs avaient soumis à des conditions plus sévères que notre proposition l'élection du candidat député national ou provincial indépendant. Parce qu'il faut-il le rappeler, dans la loi actuelle, il est exigé d'un indépendant de réunir 51% de suffrages dans sa circonscription pour être élu. En proposant donc de réduire
ce pourcentage à 25%, nous avons donc sensiblement amélioré la condition du suppléant et pouvoir mettre en équilibre avec la situation des autres candidats qui, eux, partent sur base de liste plutôt que de rester à 51%. Donc, le reproche qui nous est fait de l'inconstitutionnalité n'est pas fondé parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle et qu'au demeurant, nous avons amélioré la condition des candidats indépendants. Une autre gangrène sur laquelle la proposition achoppe concerne l'impunité. L'impunité est à double niveau, celui des membres et des agents de la CENI, ainsi que celui des juges. Le sentiment d'être intouchable au niveau de la CENI, malgré les forfaits perpétrés, plonge nos cycles électoraux dans un chaos profond. Les agents de la CENI marchandent, comme c'est le cas actuellement, le repérage en vue de la cartographie électorale. Un honorable député a soutenu ici qu'il vende de voix lors de l'appurement au centre de compilation, pendant que les bureaux se livrent à des activités contraires à la loi dans la totale impunité. Il est devenu donc urgent d'établir des sanctions exemplaires contre les membres de la CENI. C'est pourquoi la proposition propose des sanctions contre les membres de la CENI et des collègues ont suggéré que ces sanctions soient étendues à toutes les infractions et pas seulement au fait que la CENI n'avait pas publié les résultats bureau par bureau. Le G13 dans son ensemble accède à cette proposition. Quant au contentieux électoral et à la situation de juge, il devrait être envisagé également de sanctions. Mais malheureusement, le régime disciplinaire des juges relève de la loi organique sur le statut des magistrats. Nous en avons conscience et avions souhaité une révision de la Constitution et sans doute de la loi organique sur le statut des magistrats. Le pouvoir judiciaire, en réalité, dans notre pays, est en crise de légitimité, dont les arrêts de la Cour constitutionnelle ont été le paroxysme au cours des derniers contentieux électoraux. En 2018, la Cour constitutionnelle, sous les yeux et le regard de tous, a grossièrement validé, invalidé, dévalidé, révalidé et parfois contrevalidé des députés nationaux par des procédés non valides sans que le cadre légal et institutionnel nous offre de prise pour sanctionner pareille attitude. Une réforme s'impose, mais pas dans le cadre de la présente proposition de loi. Ainsi, les propositions des collègues de saisir le juge électoral, qui a dépassé le délai légal, devraient faire réfléchir. Pourquoi? Parce que nos juges sont dans un appareil judiciaire dont l'état de pourrissement dans son fonctionnement est tel que nos juges pêchent à la fois par action et par omission. Par action, ils rendent des décisions qui sont très souvent iniques et qui ne sont pas fondées et que vous avez contestées, que vous avez dénoncées ici à la tribune. Par omission, si on dit au juge que passé un délai, le juge sera dessaisi et donc les résultats provisoires seront consacrés, eh bien, le juge sera aussi intéressé et il restera inactif pour faire valider les résultats qui sont sortis des urnes. Je crois qu'on ne peut pas, ici, le résultat provisoire, j'allais dire, donc on ne peut pas ici rester dans cet état et considérer que c'est une proposition qui nous avance que de dessaisir le juge lorsque les délais contentieux qui sont par ailleurs fixés dans la loi sont dépassés. L'encadrement du vote électronique a été aussi suggéré. C'est une nécessité sur laquelle d'ailleurs un de mes collègues va revenir en long et en large, mais
l'observation, c'est d'éviter que le législateur ne puisse subdéléguer à la CNI la responsabilité d'établir le régime légal et d'anéantir les garanties des électeurs lors du processus électoral. C'est pourquoi nous avons dit toutes les garanties doivent être mises dans la loi et si la solution technique qui vient n'est pas intégralement couverte dans la loi, il faudrait qu'une loi d'homologation puisse être présentée afin que le législateur, qui seul, en vertu de la Constitution, fixe les règles en ce qui concerne le régime électoral, puisse déterminer du mode d'élection. Les craintes qui ont été exprimées, à savoir que le vote électronique ne présentait pas dans le temps et dans le délai les garanties nécessaires, a été intégré parce que le vote qui est recommandé pour 2023, ce n'est pas le tout électronique, c'est un vote semi-électronique et mi-manuel, comme beaucoup de collègues ici l'ont suggéré. La seule différence, c'est que nous souhaitons que ce vote soit intégralement ici encadré par la loi. Vous permettrez donc, honorable Président, qu'à la suite de ces éclairages, que je sois complété par les collègues Loubaya qui interviendra sur les préoccupations en rapport avec la ratio légis, l'honorable Jean-Jacques Mamba qui interviendra en rapport avec les questions relatives à la suppléance, la double candidature et la distribution des cadeaux, l'honorable Juvenal Monoubo qui reviendra plus profondément sur la question du vote électronique et la cartographie électorale, et enfin l'honorable Jacqueline Joly qui interviendra sur le mode de scrutin, le seuil de recevabilité, la suppléance et les systèmes de parrainage ainsi que le genre. Conformément à la méthodologie que nous avions arrêtée, honorable Président, vous permettrez que, à l'issue de toute cette présentation, on puisse mettre à la disposition de la plénière une matrice des options comme cela avait été suggéré afin que notre commission PAJ puisse avoir la possibilité de travailler suivant des orientations de la plénière et faciliter ainsi un travail aisé et un consensus parmi les élus autour de cette grande réforme électorale. J'ai dit et je vous remercie.